Merci d'être avec nous sur la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, les titres de l'actualité de ce lundi. L'avenir de la francophonie va se jouer sur le terrain économique. C'est la conviction du chef de l'État. Macky Sall préconise des mécanismes à même de faciliter les échanges commerciaux dans l'espace francophone. Abordant la compétitivité à l'occasion du Forum économique francophone, le président de la République a invité les entreprises nationales à s'inscrire davantage dans l'ère de la globalisation. Le 15e sommet de la francophonie, un événement couronné de succès pour bon nombre de chefs d'État et de gouvernement présents à Dakar, mais aussi de diplomates. Le front du contre-sommet, pour sa part, évoque une escroquerie politique en termes de bilan de la grande messe francophone. Ce 1er décembre est célébrée la journée internationale de lutte contre le sida. Au Sénégal, le taux de prévalence chez les usagers de drogue est estimé à 20%. Le ministre de la Santé a procédé ce matin à l'inauguration du premier centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar. Le dossier du jour s'intéresse à la vente de l'or et l'instabilité des coûts. Bon nombre de femmes achètent en grande quantité pour revendre ensuite, un business sous forme d'épargne pour ces dernières. Coup de projecteur sur ce secteur en fin d'édition. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous le disais en titre, l'avenir de la francophonie ne peut se résumer à la problématique de la langue, aux diversités culturelles et à la politique. C'est la conviction du chef de l'État Macky Sall. À ses yeux, l'avenir se jouera aussi sur le terrain économique et à cet effet, il préconise des mécanismes pour faciliter les échanges commerciaux dans l'espace francophone. Le président Diouf souligne que le développement économique dans l'espace francophone est bel et bien possible. Salimata et Mardiang. La francophonie doit franchir les considérations linguistiques et culturelles selon le chef de l'État Macky Sall. L'économie doit désormais occuper une place de choix dans l'espace francophone. Dans un monde ouvert et globalisé, l'avenir de la francophonie ne peut se résumer aux problématiques de la langue, de la diversité culturelle et de la vie politique et institutionnelle. Il se jouera cet avenir aussi de manière décisive sur le terrain de l'économie. Le président de la République revient ici sur le poids économique de la francophonie à l'échelle mondiale. L'espace francophone, c'est d'abord ce poids économique non négligeable. 14% de la population mondiale, 20% des échanges internationaux de marchandises, 16% du produit intérieur brut mondial et 14% des réserves mondiales minières et énergétiques. L'ancien secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie estime qu'un développement économique est possible dans l'espace francophone. Avec l'adoption hier de la stratégie économique pour la francophonie et au terme de 10 années d'efforts, c'est aujourd'hui chose faite. Et les relations entre les trois univers, l'Afrique, l'économie et la francophonie, peuvent se développer harmonieusement. Créée pour des raisons linguistiques et culturelles, la francophonie prend aujourd'hui une tournure économique dans l'espace francophone. La présence chinoise en Afrique doit être vue positivement. Une déclaration du président de la République. Selon Macky Sall, les Chinois et les Turcs travaillent 7 jours sur 7. À titre d'exemple, il a cité la construction du Centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio. Macky Sall s'exprimait au Forum économique francophone ce matin. Il est au micro de Salimata Oussek. Nous l'écoutons. Ce centre est un exemple de ce que la Turquie a pu faire avec le Sénégal en très peu de temps, en y mettant toute son énergie, ses opportunités financières, mais surtout en se mettant au travail, parce que ce centre a été conçu et construit en 11 mois. C'est dire que les Turcs et Sénégalais qui l'ont construit ont travaillé 7 jours sur 7, 20 heures par jour. Donc c'est aussi ce culte du travail qui fait que nous devons savoir qu'en face, il y a des Chinois qui travaillent peut-être 7 jours sur 7. Et que donc, si nos entreprises veulent être compétitives, il faut qu'elles se mettent à l'heure de la mondialisation.
C'est ça le problème de fond. Et je sais que la présence de la Chine en Afrique dérange beaucoup, mais on devrait plutôt la voir plus positivement. À l'instar de bon nombre de chefs d'État présents à Dakar, des anciens diplomates confirment que l'organisation du 15e sommet de la francophonie a été couronnée de succès. Pour Seydou Nourouba, le Sénégal en sort honoré. Seydina Omar Sy, pour sa part, parle de records enregistrés. Kodendiaï Modou Diop. La réussite du sommet de la francophonie a rehaussé l'image du Sénégal. Selon l'ancien ministre des Affaires étrangères, le Sénégal a enregistré un record. Cette année, par rapport aux autres participations de l'OIF, il y a eu un record, disons, pour le moment. J'espère qu'il sera battu par Madagascar ou d'autres, mais pour le moment, c'est la plus grande participation. Pour Seydou Nourouba, ce sommet a été une grande réussite, surtout avec la désignation d'une nouvelle secrétaire générale. Un succès dans l'organisation, un succès dans le déroulement, et un succès dans les documents qui ont été adoptés, et enfin un succès dans la désignation de la nouvelle secrétaire générale. Sur le discours de François Hollande, ses anciens ambassadeurs sont unanimes. François Hollande a rectifié Nicolas Sarkozy. Il s'est toujours gardé de donner des leçons, mais ce qu'il dit est perçu comme des leçons. Et je pense que ce qu'il dit est juste d'abord. Et c'est aux Africains à s'organiser. Je crois qu'il ne faut pas attendre que la case brûle pour qu'on dise « écoutez, faites ceci, faites cela ». Et je pense que François Hollande a rectifié, sinon même démenti, ce que Sarkozy avait dit. Les anciens diplomates ont aussi salué le vibrant hommage rendu au président Abdou Diouf. Un hommage bien mérité selon eux. Au Grand Théâtre, site qui abritait le village de la francophonie, le décor commence à changer. Techniciens et commerçants, entre autres, commencent déjà à plier bagages. Le 15e sommet de la francophonie aura été un week-end rose pour les vendeurs. Ils se frottent les mains, nous disent Ndembo Sessi et Ibou Sissé. Le village ne passe plus inaperçu. Ici, au Grand Théâtre, les ouvriers sont sur pied d'œuvre. Ils désinstallent podiums, tentes, stands et autres. Le décor du village de la francophonie commence à changer de visage petit à petit. Comme vous pouvez le constater, toutes les installations ont été faites par nous. Donc là, maintenant que le travail est fini, c'est le décablage que nous effectuons pour remballer tout le matériel. Je dis, on a commencé à démonter les matériels parce que ça prend toute la journée. Après un week-end aux couleurs de la francophonie, l'heure est au bilan. Ça s'est bien passé. Comme on a eu la chance de faire notre participation sur la francophonie, on pourrait que dire que merci le bon Dieu. La sécurité était bonne, très bonne. Aujourd'hui, on est là pour emballer notre bagage, pour le faire rentrer, quoi. Je peux dire qu'on a fait un bénéfice, un bon bénéfice même. Aussi surtout l'échange entre les exposants des autres pays. La fête, ça a été belle, ça a été bien passé. Surtout l'accueil sénégalais, ça a été magnifique. Dans quelques heures, le site qui a abrité le village de la francophonie va retrouver son décor initial. Pour rappel, Dakar a été le carrefour de tous les pays francophones du monde entier. En visite officielle à Dakar pour les besoins du 15e sommet de la francophonie, le président français en a profité pour se rendre au camp Thiaroye avec son homologue sénégalais. François Hollande a saisi l'occasion pour remettre à Macky Sall la copie des archives sur les événements de Thiaroye 44. Un fait bien apprécié par le président régional des anciens combattants de Dakar. Le capitaine Mamadou Niang, à l'occasion des 70 ans de la tragédie, dénonce l'exigence de visa français aux anciens combattants. Aminata Mbaré-Sow et Alioune Diagne. Le capitaine Mamadou Niang et de ses soldats sénégalais qui ont participé à la guerre de libération d'Algérie. Et quand le capitaine reparle des événements de Thiaroye 44, que de souvenirs. Oh, c'est un souvenir. C'est un souvenir très important pour la famille militaire. Ces soldats se sont évertués à se battre pour le peuple qu'ils aimaient bien, qui est la France. La France a été notre première patrie, il faut le dire. Pour cet ancien combattant, la remise de la copie des archives sur la tragédie de Thiaroye va aider l'humanité à connaître la véritable histoire. Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là pour que des Français abattent leurs camarades français? C'est ça qui est important. Aujourd'hui, on va pouvoir accéder aux archives
et savoir le pourquoi de la fusillade envers nos camarades qui sont tombés à Thiaroye. À l'occasion de la commémoration des 70 ans des événements tragiques de Thiaroye, le président de l'Union régionale des anciens combattants de Dakar revient sur quelques préoccupations. Le drame aujourd'hui, c'est que l'ancien combattant subit la cause du visa, alors qu'il a combattu pour la liberté de la France. Aujourd'hui, on ne devrait pas se préoccuper du visa. On a un passeport sénégalais, on présente une carte d'ancien combattant, on se présente au consulat, on doit vous donner immédiatement, on ne doit pas vous donner un visa. Ces anciens combattants se réjouissent de la visite du président français et du président sénégalais au cimetière de Thiaroye, un fait qui les honore. Aminata Mbaré-Sow, dans ses archives que François Hollande a remis au président sénégalais Macky Sall, il est noté que 70 tirailleurs ont été massacrés, un chiffre qui ne correspond pas à la réalité selon l'historien Cheikh Fati Faye. Pour lui, les tirailleurs faisaient plus de 1200. Retour sur cette histoire sombre avec le professeur Faye dans ce sujet de Aïssatou Païfal. Hier, François Hollande s'est recueilli sur les tombes anonymes des tirailleurs froidement abattus par des soldats français au camp militaire de Thiaroye. Des événements effroyables. Il en a profité pour remettre les archives de ces tirailleurs à Macky Sall, des archives censées lever certaines équivoques. Et c'est pourquoi le professeur Faye revient sur ces événements douloureux qui ont marqué l'histoire du Sénégal. Au camp militaire de Thiaroye, en une aube, j'allais dire, il y a eu massacre des tirailleurs sénégalais. En réalité, ils étaient à revendiquer leurs droits. Ils ont été prisonniers des Allemands lorsque l'armée française s'est effondrée en 1939-40. Et prisonniers des Allemands, ils ont été gardés comme tels jusqu'en 1944. Et le 1er décembre, ils ont été donc en cette aube du 1er décembre 1944, ils ont été à l'aube fusillés au camp militaire de Thiaroye. 70 tirailleurs y ont perdu la vie. Selon ces archives, un chiffre erroné, martèle le professeur. On se rendra compte en réalité que les chiffres en eux-mêmes, 35, 35, 34, la probabilité est très très faible. Pour 1280 tirailleurs qui ont été entourés en pleine aube par des troupes venues de Dakar et qui vont en quelque sorte être fusillés de cette manière-là. Il ajoute aussi que la France continue de berner les Africains. À titre personnel, je comprends que la France cherche encore à nous tromper. Peut-être François Hollande a sa volonté en tant que socialiste. Peut-être qu'il a reçu un certain nombre d'informations des archives. Ces mêmes faits se sont déroulés en Côte d'Ivoire et dans bien d'autres pays d'Afrique. Il va falloir pour Hollande remettre aussi ses archives à tous les pays qui ont vécu aussi ce drame. Le front du contre-sommet de la francophonie tire un bilan sombre de l'événement. Une escroquerie politique aux yeux du docteur Diallo Diop et compagnie. Ils exigent le respect et l'indépendance des peuples noirs. Le dit front était en conférence de presse ce matin, compte rendu Maïmouna Ndiaye, Mohamed Jean. Des manifestations sabotées, quelquefois dispersées, une stratégie pour provoquer le régime de Macky Sall, le contre-sommet de la francophonie en est sorti victorieux. Nous sommes la lie du continent et nous pensons que ce n'est pas fortuit. C'est forcément en rapport avec les choix politiques qui ont été faits par les dirigeants que la France a imposés à nos pays. Le but recherché, créer une grande opposition, un moment de lutte contre la domination coloniale. L'éradication de l'analphabétisme n'est possible dans nos pays qu'avec nos langues maternelles. Ce n'est pas possible sur la base d'une langue étrangère. Autant que nos peuples sont maintenus dans l'ignorance, ils ne peuvent pas être des acteurs dynamiques du développement. Le deuxième verrou, il est d'ordre sécuritaire. Anta Diop disait la sécurité précède le développement. Or, nous sommes sous occupation militaire étrangère, aussi bien française qu'américaine. Mieux, le contre-sommet parle d'escroquerie politique. Le discours de François Hollande ne rassure guère ses membres. Je pense qu'un discours ne suffit pas pour rendre hommage à la mémoire de ces martyrs qui ont été massacrés par l'armée française après avoir servi
à libérer la France. Je pense qu'il faut plus qu'un discours pour réhabiliter ces martyrs. C'est l'escroquerie politique parce que d'abord, moi j'ai dit que le sommet, si on regarde les chefs d'État, ce qu'on appelle les chefs d'État qui ont assisté, la plupart c'est des dictateurs ou c'est des héritiers d'anciens dictateurs comme au Togo, comme au Gabon. Après le bilan, le collectif poursuit ses activités, des rencontres prévues, des idées et des propositions dégagées. L'actualité, c'est aussi le président de la CEDEAO qui dément les accusations selon lesquelles l'organisation régionale agit tardivement dans les pays en crise. Son président précise que la CEDEAO envoie régulièrement des missions d'information conduites par de hautes personnalités et que les rapports issus de ces missions sont exploités par l'organisation. Kadre Désiré Ouedraogo est le président de l'organisation régionale. Nous l'écoutons au micro TFM de Salimata Aoussek. Mais ce n'est pas vrai de dire que la CEDEAO n'agit pas. Nous envoyons des missions d'information conduites par de hautes personnalités dont nous exploitons les rapports et nous engageons immédiatement une action en vue de remédier à la situation. Des fois, la situation échappe à notre contrôle à tous, mais ce n'est pas par manque d'action, c'est simplement parce que nous n'avons pas pu empêcher. Donc, tous les cas où nous avons pu empêcher des crises, vous n'en avez pas entendu parler, mais je peux vous assurer qu'il y a plusieurs situations où la CEDEAO est intervenue. Dans tous les cas, soyez assurés qu'elle sera toujours aux côtés des États membres pour prévenir les situations de crise. Parce que nous pensons que la paix et la stabilité sont une condition indispensable au développement. Actualité judiciaire à présent avec le procès de l'ancien ministre d'État Karim Wade dont la reprise était prévue ce lundi matin. L'audience a été renvoyée jusqu'au 22 décembre par Henri Grégoire Diop, le président de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Les motifs de ce rapport n'ont pas été indiqués selon les avocats interrogés par la RFM. La défense justement qui réclame la liberté provisoire pour Karim Wade. Le syndicat des travailleurs de la justice, le SYTJUST, qualifie d'alarmante la posture du gouvernement dans la répartition des ressources budgétaires pour l'exercice 2015, marquée notamment par une baisse de 10,5% pour le ministère de la Justice par rapport à 2014. Le budget du ministère de la Justice voté jeudi dernier par les députés en plénière est arrêté pour la gestion 2015 à la somme de 27 689 503 660 francs CFA contre 30 945 318 640 francs en 2014. Face à cet état de fait, les travailleurs de la justice expriment leur profonde désolation et prennent l'opinion publique à témoin. Ils l'ont fait savoir dans un communiqué publié par l'agence de presse sénégalaise. La journée mondiale de lutte contre le sida célébrée aujourd'hui. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les infections ont baissé de 50% à l'échelle mondiale. Le Sénégal a mis en place un nouveau plan de lutte 2014-2017 avec comme objectif arriver à zéro transmission mère-enfant du VIH-Sida. Nous écoutons à ce propos le ministre de la Santé au micro de Mbacké Amar. Le sida, nous le savons, est vraiment financé par les organisations internationales. Et donc, il ne faut pas que le Sénégal, qui a bien sûr donné sa contribution, diminue ou stagne. Il faut au contraire qu'on augmente la contribution que le gouvernement met dans la lutte contre le sida. Je voudrais vous dire que, et saisir l'occasion pour témoigner à tous les acteurs de la gratitude de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, et de Monsieur le Premier ministre et de tout son gouvernement. Car si aujourd'hui nous avons la tête haute quand on parle de sida, c'est grâce à vous. Vous qui vous êtes impliqués, vous qui vous battez tous les jours pour que cette maladie puisse être éliminée comme nous voulons aujourd'hui éliminer la transmission mère-enfant. Je vous le disais également en titre, au Sénégal, le taux de prévalence du sida chez les usagers de la drogue est estimé à 20%. La révélation est faite par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Le docteur Awa Marie Coll Seck a présidé ce lundi l'inauguration du premier centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar. Objectif, mieux prendre en charge cette couche vulnérable face au virus du sida. Le compte-rendu est signé Modi Gaye et Alun Diagne. Un taux qui fait froid dans le dos, les usagers de drogue dépistés positifs dépassent de loin la prévalence nationale. Ñi nga xamné dañoo di jël ay drogue
Le taux de prévalence du sida chez les consommateurs de drogue dépasse particulièrement ceux qui utilisent les injections. Le taux est estimé à 20%, alors la moyenne nationale est de 0,7%. La population générale, 0,7%. Et c'est tout l'importance de ce centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar. Nous avons monté un premier projet de recherche pour essayer de préciser les choses en matière de toxicomanie au Sénégal. Et sur la base des résultats de la recherche qui a montré une forte présence du virus VIH et du virus de l'hépatite C dans la population des usagers de drogue, nous avons, avec le ministère, nous avons monté un projet global où on s'occupe aussi bien de prévention que de traitement. Une manière de poser les premiers jalons de la lutte contre l'usage et l'abus des drogues. Je pense qu'il en faut aussi dans les autres régions. Donc nous allons commencer par Darou Moustik où nous allons vraiment finaliser ce centre qui était en construction depuis quelques années et pour pouvoir vraiment avoir au moins un autre centre le plus rapidement possible et peut-être aussi apprendre de l'expérience que nous aurons ici pour pouvoir mieux faire ailleurs. Un centre qui marquera sans doute la fin des innombrables difficultés auxquelles sont confrontés les utilisateurs des drogues dans l'accès aux soins et au soutien pour réduire leur dépendance, mais aussi pour la réduction de leurs risques vis-à-vis du sida et des maladies sexuellement transmissibles. Le président du réseau des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida invite l'État à mettre en place un fonds permettant de lutter contre les maladies chroniques. Mamadou Moustapha Dia dénonce la stigmatisation dont sont victimes les séropositives et prône en même temps la prise en charge de la scolarité des adolescents. Un sujet signé Chérif Dia et Modou Diop. Même si les personnes vivant avec le VIH saluent les efforts du Sénégal dans la lutte contre la maladie, elles restent toujours préoccupées par les autres défis qui sont à relever pour rendre plus efficace la réponse. Il y a aussi les hospitalisations de longue durée qui ne sont pas prises en compte avec les programmes. Il y a certains bilans qui dépassent la limite des programmes. Aujourd'hui, les personnes vivant avec le VIH font face à un besoin de manger, d'alimentation, parce qu'en fait, ils sont frappés d'une certaine vulnérabilité qui fait qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'un colore de nourriture. Avec le départ des partenaires, le président du réseau national des associations de personnes vivant avec le VIH préconise l'implication du secteur privé, mais aussi la mise en place d'un fonds pour lutter contre les maladies chroniques. Nous permettons de proposer des fonds, un fonds de solidarité nationale, mais exclusivement réservé pour les maladies chroniques. Parce qu'en fait, nous ne pouvons pas dire que alors nous avons besoin d'un fonds spécial pour nous, parce que nous sommes des personnes vivant avec le VIH, mais les autres maladies chroniques nous intéressent. Parce que moi qui vous parle, je vis avec le VIH, je vis avec le diabète, j'ai l'hypertension et j'ai l'ulcère. Mamadou Moustapha Dia est l'une des rares personnes vivant avec le VIH qui a osé témoigner à visage découvert. Si les autres ont peur de faire comme lui, c'est à cause de la stigmatisation et de l'isolement dont ils sont victimes. Les personnes vivant avec le VIH qui adhèrent dans les associations ne constituent pas le 10e des personnes infectées. Pourquoi ? Parce que simplement, bon nombre de personnes qui vivent avec le VIH toujours gèrent leur confidentialité. Si on veut régler définitivement cette réponse, il faut qu'on règle définitivement la stigmatisation et la discrimination. Le président du réseau national des associations de personnes vivant avec le VIH se bat aussi pour la prise en charge de la scolarité des adolescents afin de leur donner un espoir de vie. Vaste opération de déguerpissement à Ziguinchor sur la rive gauche du fleuve. L'opération est initiée par la mairie de la localité. À cet effet, les conseillers municipaux sont formés. Leurs capacités sont également renforcées par rapport à l'acte 3 de la décentralisation. À Ziguinchor, la correspondance de Boubacar Diassi. L'occupation anarchique des sites relevant de la mairie et le déguerpissement des populations préoccupent les autorités communales de Ziguinchor, dirigé par Abdoulaye Baldé. Pour ne pas s'y hasarder et se heurter aux niettes catégoriques des populations, pouvant aboutir au soulèvement, les protégés d'Abdoulaye Baldé ont dû subir une mise à jour. C'est surtout l'appropriation des textes de l'acte 3 de la décentralisation. Le domaine est très sensible. Il faudrait que ceux qui constituent cette commission soient capacités pour qu'ils comprennent ce qu'on attend d'eux et l'enjeu de la terre.
et avoir des comportements qui vont dans le sens d'améliorer et d'avoir un niveau d'un conseil municipal où les gens librement posent des problèmes dans le processus même du développement de la commune de Ziguinchor, de l'embellissement de la commune de Ziguinchor. Car l'embellissement de la capitale sud du pays est au cœur du mandat d'Abdoulaye Baldé. Le maire de Ziguinchor va devoir, à la limite, se faire violence pour y arriver. C'est tout un ensemble de projets qui rentrent en exécution. Je pense que pourront améliorer sensiblement la beauté de notre ville, qui est une belle ville à l'image de Saint-Louis. Je pense que nous avons vraiment, pour ce nouveau mandat, des ambitions très fortes. Puis l'aménagement de tout l'espace qui concerne juste à la descente du pont, parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de taudis, des occupations irrégulières. Donc nous allons en concert avec le gouverneur, avec le préfet du département, voir comment adresser des sommations à toutes ces personnes-là pour que nous puissions faire des opérations de déguerpissement. Cette déclaration d'Abdoulaye Baldé faite lors d'une récente tournée dans la commune de Ziguinchor et la formation des élus à la connaissance des arcanes de l'acte 3 de la décentralisation ne devrait pas suffire pour ne pas surprendre les Ziguinchorois qui sont occupés à trouver la dépense quotidienne. À présent, le dossier du jour qui s'intéresse au secteur aurifère. Bon nombre de femmes achètent de l'or en grande quantité pour revendre ensuite. Un business sous forme d'épargne pour ces dernières, étant donné qu'elles ont bien compris l'instabilité des coûts de l'or. Les bijoutiers, pour leur part, jouent le jeu, mais toutefois, ils évoquent une absence de comptoir adéquat. Makital et Thierno Laurent Mendy. Symbole de richesse prisé de la gente féminine et garant de l'économie mondiale, l'or représente tout un symbole. Malgré toute sa valeur, il reste instable. À chaque matin, nous consultons des sites internet pour voir quel est le cours aujourd'hui mondial. En fonction de ce cours-là, qu'on convertit maintenant l'or pour voir et laisser un peu par exemple, une marge pour voir combien on peut vendre l'or. L'or est souvent considéré comme un bien à double utilité, embellir et un moyen d'épargner. L'or est un moyen d'épargne car à tout moment on peut avoir des problèmes et dans ce cas il pourra nous dépanner contrairement à d'autres biens. C'est la seule option pour avoir l'assurance de pouvoir disposer de l'argent à tout moment. On a généralement une phrase qu'on dit souvent ici, que enrichissez-vous tout en restant belle. Alors, parce que c'est une valeur refuge. Alors, elles gardent l'or. Par exemple, s'ils ont des problèmes, elles peuvent vendre ça. La baisse du cours de l'or provoque souvent chez les bijoutiers d'énormes pertes. L'or a connu une stabilité. Et c'est cette stabilité qui nous arrange, nous les bijoutiers, nous les vendeurs marchands de bijoux. Par exemple, si l'or n'est pas stable, il y a un problème. Par exemple, aujourd'hui, quand les femmes viennent, on leur dit par exemple tel prix. Tu restes même pas une semaine, 10 jours, on te dit un autre prix. Vraiment, ça leur décourage. Donc la stabilité de l'or, c'est la stabilité de l'or qui nous arrange vraiment. Nous qui avons acheté l'or il y a par exemple 1 an et quelques, cet or-là, on l'a acheté par exemple à un prix. Aujourd'hui, on perd 4000 francs sur le gramme. Donc ça porte préjudice. L'absence d'un comptoir pour l'achat de l'or oblige ces orfèvres à se rabattre sur les revendeurs, une difficulté qui engendre d'énormes risques. Aujourd'hui, tu ne peux pas te procurer 1 kilogramme d'or dans l'immédiat car on n'a pas un comptoir où s'approvisionner. Tu vois une personne majeure venir te dire qu'il a des bijoux et qu'il désire les vendre. Tu l'achètes car tu as confiance en elle. Peu de temps après, on t'arrête pour cause de recel. De siècle en siècle, de civilisation en civilisation, l'or n'a pas perdu de son éclat. Il reste une valeur sûre pour séduire. Actualité sportive, nous parlons football. Les 3 finalistes pour la course au Ballon d'Or sont connus. Il s'agit de Cristiano Ronaldo, lauréat la saison dernière et qui vise un 3e sacre. Lionel Messi, déjà couronné à 4 reprises, et de Manuel Neuer qui pourrait être le 2e gardien à gagner le Ballon d'Or après le Russe Lev Yashin. Le nom du vainqueur sera connu le 12 janvier prochain.
Les Lionceaux sont en regroupement au centre de développement technique de Toubab Dialaw depuis vendredi dernier pour les besoins du tournoi de l'UFOA prévu du 5 au 7 décembre prochain au stade Caroline Faye de Mbour. 4 équipes sont en lice pour cette compétition réservée aux moins de 20 ans. Une vitrine pour le sélectionneur des U20 de détecter les bonnes graines du football local. Joseph Koto, interrogé par Cheikh Tidiane Dione, que nous écoutons. Nous, entraîneurs, on est très critiqués sur le choix des hommes. Mais très souvent, nous, on se base sur le comportement des joueurs dans leur club, au niveau du championnat. Donc, on se base sur ça, sur les joueurs, ce qu'ils montrent. Mais très souvent, les joueurs, quand ils viennent, les gens ne font pas la part des choses. Un joueur peut être très bon au niveau de son club, dans son championnat, et ne pas être bon en équipe nationale. Mais nous, c'est ça. On peut se baser que sur le comportement du joueur, sur la performance du joueur au niveau de son club. Maintenant, quand on l'amène en équipe nationale, quand il n'est pas performant, on est obligé de l'enlever. Et c'est très difficile parce que, vous savez, choisir, c'est éliminer. Mais parfois, on est obligé d'éliminer certains joueurs. Bon, parfois, les gens ne le comprennent pas, mais c'est comme ça. Le stade Demba Diop fait sa toilette. Une forte délégation du ministère des Sports avec à sa tête le directeur de cabinet a fait le déplacement pour constater de visu l'état d'avancement des travaux de l'infrastructure sportive. Pour plus de détails, nous écoutons respectivement Mbaye Faye, entrepreneur en charge des travaux, et le directeur de cabinet du ministère des Sports, Ibrahima Ndaw, au micro de Cheikh Tidiane Dione. On a posé déjà les pelouses depuis une vingtaine de jours. On a fini aussi la grille de protection. Je crois que vous-même vous constatez l'état d'avancement qu'on a déjà fait. Or que le délai d'exécution est fixé au 31 décembre, ça c'est le délai contractuel. Aujourd'hui, on est à 99% des travaux déjà exécutés. Le gazon est quasiment disponible, de même que la grille de protection. Et il y a, disons, une avance par rapport au délai qui était initialement fixé. Donc je peux dire de façon globale que nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu. Donc l'option de l'État est de construire partout des infrastructures sportives. Et Demba Diop constitue un symbole, et c'est pourquoi le à ce que les travaux puissent se faire dans les meilleures conditions. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous d'information 0h avec le tout en images. Mais avant cela, vous retrouverez Mame Fatou Ndoye et Cheikh Tidiane Diaw pour Sport à la une.